je vous prie de bien vouloir réserver le meilleur accueil au professeur Cohen de l'Université de Reims, qui va nous parler de l'histoire de la vaccination. Je vais traiter la vaccination sous l'angle des obligations. La première obligation vaccinale en France n'est que de 1902, alors que, comme on va le voir, la vaccination antivariolique a été entreprise en France sérieusement dans les années 1790, avec toute une série d'épisodes, et la politique d'obligation pour cette vaccination va survenir de façon très différente. Pourquoi des obligations vaccinales? Eh bien, au tout début, dans cette affaire de vaccination antivariolique, c'est pour protéger chaque enfant de la République, en commençant par les pupilles de la nation. Il ne s'agit nullement de considérer les orphelinats à l'époque comme un réservoir de futurs citoyens de seconde zone, mais au contraire comme l'endroit où la nation fait la démonstration qu'elle s'occupe de ses enfants. Et cela reste une préoccupation qui est que la loi et la République protègent les enfants contre tout péril, y compris contre leurs parents, et y compris contre leurs parents quand ceux-ci sont opposés aux vaccinations. D'autre part, il s'agit bien sûr de protéger la population, ce qui peut être assuré par des couvertures vaccinales variables et par des niveaux d'immunisation variables, mais pour un certain nombre de maladies qui exigent une couverture considérable pour éviter les pics épidémiques. En effet, sans commencer le cours sur les vaccinations dans le temps imparti, on considère schématiquement comme vaccins égoïstes les vaccins qui protègent celui qui est vacciné, et comme vaccins altruistes les vaccins qui protègent toute la population grâce aux vaccinés, que ceux-ci en bénéficient directement ou indirectement, la caricature étant la vaccination contre les malformations du fœtus, qui donne bien évidemment un risque uniquement chez la femme, mais pour laquelle la vaccination des garçons est indispensable pour éradiquer le réservoir et la transmission. Donc les vaccins altruistes peuvent soit permettre d'éradiquer le réservoir, soit de casser une épidémie, car même des vaccins dont le taux de couverture est relativement faible, mettons d'un tiers à la moitié, si la transmission de la maladie n'est pas absolument directe, et d'ailleurs en cas de transmission directe, ça ne dépasse là aussi jamais 50%, et bien dans ces cas-là, de réduire simplement la diffusion permet de casser la chaîne ou la réaction en chaîne de transmission. C'est ce qui se voit dans les épidémies de méningo, c'est ce qui se voit aussi dans les épidémies de rougeole. Voici justement un exemple qui le rappelle de façon frappante. Vous voyez ces énormes dents de scie qui montrent que quand la population est protégée, il n'y a pas d'épidémie pour la rougeole et que ceci se reproduit immédiatement. Là, c'est une courbe qui est une courbe d'une année sur deux, enfin qui montre une année sur deux aux États-Unis l'épidémie. Quand on a une situation parfaitement isolée, le véritable rythme de l'épidémie de rougeole, c'est tous les 3 ans. Ce qui montre d'ailleurs pourquoi la numérologie et l'astrologie avaient tout à fait raison. Il ne faut pas naître sous une mauvaise étoile. En effet, la mortalité de la rougeole infantile dépassait au XVIIIe siècle 50% si elle était contractée dans les 6 premiers mois, alors qu'elle tombait à 5 ou 10%, plutôt 5%, là, si on avait déjà 3 ans. Et donc il fallait naître l'année qui permettait de ne pas être exposé jeune à la rougeole. Cet aspect de dynamique du réservoir et de la transmission possible est essentiel à comprendre en matière de vaccination. Pour le cas de la vaccination antivariolique, elle est à la fois une vaccination égoïste, elle protège parfaitement l'individu, et une vaccination altruiste, puisqu'elle protège la population. Donc, elle protège chaque vacciné, elle éradique le réservoir, et elle a permis l'éradication de la maladie. La variole étant réservée à l'espèce humaine, c'est le seul exemple où nous avons pu nous débarrasser définitivement d'une maladie. Certes, la niche écologique est aujourd'hui ouverte pour d'autres poxvirus, mais c'est la plus grande victoire d'avoir enfin éradiqué pour l'humanité, d'avoir enfin éradiqué une maladie dont le dernier cas, si ma mémoire ne défaille pas, doit se situer en Somalie en 1978.
C'est cet exemple de la vaccination antivariolique que je vais développer un petit peu dans son contexte historique, de façon justement à ce qu'on puisse en tirer quelques leçons. Vous avez trois personnages importants qui n'ont pas le même style l'un et l'autre. Il y a Pinel, Guillotin et Husson. Pinel est un médecin que tout le monde connaît par son action concernant les aliénés, mais dont on sait assez peu que c'est lui qui a introduit les méthodes statistiques en médecine et les essais contrôlés. Et ça sera sur la vaccination qu'il va faire un groupe contrôle, un groupe vacciné, et de regarder en fonction de l'exposition l'évolution. Et plus tard, le comité de la vaccination va faire des contre-épreuves, c'est-à-dire exposer délibérément au virus varioleux les sujets vaccinés et démontrer qu'avec ces contre-épreuves, les sujets n'attrapent pas la maladie, ce qui est une façon spectaculaire. Et pour donner juste une échelle, Jenner avait fait 4 contre-épreuves et le lot témoin utilisé par Pinel et ses deux collaborateurs était de 102 sujets exposés, ce qui est quand même tout à fait significatif pour ce qui est des résultats. Guillotin, lui, est un homme politique, Pinel aussi, mais est un homme politique qui a une particularité, c'est un très bon orateur. Et il soulève les foules, il a également une puissance d'évocation d'image qui lui donne un grand pouvoir de conviction. Il n'y a qu'une fois où il a été un petit peu pris en défaut, c'est quand il a expliqué pour la guillotine qui devait permettre que tout le monde soit exécuté de la même façon, qu'on ne fasse par exemple plus bouillir les faux monnayeurs, et qu'il fallait les faire souffrir le moins possible. Il a expliqué qu'avec sa machine, un simple souffle léger sur la nuque et vous êtes mort. Alors évidemment, à l'Assemblée, les gens ont quand même eu un petit frisson, même s'ils ne savaient pas que ça allait alors qu'ils ne savaient pourtant pas que ça allait leur arriver à la plupart dans les deux années plus tard. Husson, c'est un organisateur. Il est peu connu, mais c'est lui le secrétaire du comité et qui va organiser la décentralisation de la campagne de vaccination, son articulation sur les départements, de reproduire à nouveau des contre-épreuves par département, en prenant là 4 ou 5 sujets seulement, mais donc d'avoir une politique de propagande non seulement centrale, mais de propagande décentralisée, on dirait de nos jours un enracinement territorial. Accessoirement, il m'est agréable de rappeler qu'Husson était rémois. Les soutiens politiques, les voici. Le premier, c'est Chaptal. Chaptal, tout le monde le connaît pour son travail de chimiste, en particulier son œuvre impérissable sur la possibilité d'améliorer le niveau d'alcool d'un vin, à du sucre, la chaptalisation. Mais on sait moins qu'il était médecin et qu'il avait abandonné la médecine en considérant que l'efficacité de la médecine de son époque ne permettait pas grand-chose et qu'il a préféré se consacrer à la chimie. Mais il avait gardé un intérêt à la santé humaine, et quand la vaccination a été le premier procédé thérapeutique d'efficacité indiscutable, il a manifesté un grand soutien. Et sa position a été stratégique pour ça, parce qu'il était tout simplement ministre de l'Intérieur. Pie VII est le pape qui est rapidement caractérisé comme pro-français et obéissant à Napoléon. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est un pape d'esprit ouvert qui était justement partisan de la vaccination. C'est pour ça qu'il figure là, qui a d'ailleurs d'autre part fini par s'engueuler avec Napoléon. Mais c'est donc pas comme marionnette qu'il a soutenu la vaccination. Mais c'est par conviction. L'ennui, comme on va le voir, c'est que le retour de Balancier lui sera très défavorable à la vaccination, à la Restauration. Le troisième, c'est Bonaparte, dont vous voyez ici un portrait inachevé, qui est à l'époque du premier consul par David, et qui lui aussi est un esprit scientifique et considère que c'est à l'évidence quelque chose d'indispensable que la vaccination. Qui plus est, il sait que quand il va commencer à emmener que les guerres tuent beaucoup de monde et que diminuer la mortalité infantile est la meilleure façon de rattraper cela, comme il le disait dans une formule plus ramassée. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser dans un régime relativement autoritaire, avec une campagne menée centralement et de façon décentralisée, l'obligation de vaccination sera rejetée comme choix. Chaptal a été remplacé par Fouché, mais ce n'est pas l'essentiel.
il est considéré qu'il vaut mieux commencer par convaincre assez largement et qu'il faut y mettre des efforts. Le comité de vaccination, lui, était pour l'obligation. Ils étaient tous héritiers de la Révolution et considéraient qu'on pouvait faire le bien du peuple contre son gré, ce qui était vu avec déjà plus de recul par Bonaparte puis Napoléon et par Fouché. Et donc il va y avoir une campagne tenace de persuasion avec les contre-épreuves dont je vous ai parlé, avec quelques opérations spectaculaires comme Napoléon faisant vacciner son fils, plus la possibilité d'avoir des vaccins gratuits pour les soldats, mais les soldats étaient superstitieux. Et envisager quelque chose qui concerne la mort quand on a un métier qui l'approche souvent fait que dans l'armée, ça n'a pas très très bien fonctionné. Il faut noter aussi que, même si ce n'est pas obligatoire, Chaptal puis Fouché ont pourri la vie, si je puis m'exprimer ainsi, des opposants. C'est-à-dire qu'un médecin opposant avait assez peu de chances d'être médecin agréé du département et quelques autres menus tracasseries pour convaincre les médecins de suivre la ligne. Et avec finalement des résultats. On peut d'ailleurs remarquer que ce sont des résultats dans la dernière partie de l'Empire, entre 1811 et 1814, où on arrive à des résultats, j'allais dire, statistiquement significatifs, comme on considérerait aujourd'hui, c'est-à-dire la moitié des enfants vaccinés, et à peu près également l'incidence qui s'effondre d'à peu près la moitié, pour ce qui est de la variole sporadique. Donc, des choses qui sont en très bonne voie, et à ce moment-là, il va y avoir malheureusement une catastrophe, c'est que la conception politique au retour à la Restauration, c'est l'autorité du père dans la famille. Le pater familias romain avait le droit de vie ou de mort, là il ne l'a pas tout à fait, mais quand même pas loin. Il récupère une autonomie familiale de décision, à quoi s'ajoute un élément infiniment réactionnaire qui est Léon XII, qui dit que la vaccination, c'est s'opposer à la volonté divine, s'opposer à la sainte providence, et que donc il ne faut pas faire des choses pareilles qui témoignent de l'ambition de l'homme, qui doit au contraire être soumis et craindre Dieu, etc., etc. On retrouve partout et tout le temps les mêmes corbeaux, et actuellement, par exemple, on les retrouve en Israël avec les Haredim, qui veut dire ceux qui craignent Dieu, qui justement ne font pas vacciner les enfants. Il y a eu une épidémie de rougeole, j'allais dire expérimentale, puisque les foyers sont chez les intégristes locaux et pas dans la population qui, par ailleurs, en dehors de ces foyers, a un excellent taux de couverture. Et ça a quand même donné dans les 2500 cas l'an dernier. Il ne faut pas oublier que la vaccination antivariolique se confrontait à des problèmes techniques qui n'étaient pas négligeables, et donc a conduit à quelques échecs qui ont été bien évidemment montés en épingle. Les difficultés sont, on va les voir très rapidement, c'est la conservation. C'est un peu paradoxal pour un vaccin, pour un virus qui est extrêmement résistant desséché, mais on a mis très longtemps à comprendre qu'il était résistant desséché, et on a essayé de le conserver sous forme liquide, à une époque où on n'a pas de notion de conservateur. Et donc la seule chose qui détruise assez bien le virus de la variole, c'est quand le liquide pourrit de bactéries et que tout est protéolysé. Et donc il y a eu un certain nombre de cas d'échecs. Deuxième problème, les contaminations et le transport d'autres maladies, de l'hépatite et à l'époque surtout la question de la syphilis, puisqu'on vaccinait de bras à bras en reportant le virus à partir de sujets utilisés comme réservoirs. Bien sûr, il y a les effets secondaires, mais à l'époque, ça ne pose pas de problème, parce qu'on a la vraie variole sous les yeux, on connaît sa mortalité effroyable, elle ne donne pas que des cicatrices sur la figure des filles, elle ruine par exemple la descendance de Louis XIV. N'oubliez pas que toute sa descendance, jusqu'à aller chercher Louis XV, qui n'était pas en tête de liste, si je puis dire, comme roi, était décédé de la variole, et que Louis XV a fini par en faire autant. Donc c'était une maladie dont tout le monde connaissait la gravité, et d'avoir des complications qui se situaient, ou qui d'ailleurs se situent si on vaccine, entre 1 pour 1000 et 1%, le 1% étant quand on vaccine chez l'adulte. Il ne faut pas oublier que la vaccination antivariolique a des complications beaucoup plus importantes si un jour nous étions par malheur obligés de faire une campagne de vaccination tardive. Eh bien donc il n'y avait pas de personne ne se posait la question de l'utilité et de la balance coût-bénéfice.
Un point important a été le remplacement de la vaccination bras à bras par la méthode des vaches porteuses, en quelque sorte, qui est celle qui a été utilisée jusqu'à la fin de la vaccination, qui évitait le transport de maladies humaines et permettait d'avoir des réservoirs bien plus importants, comme pour la récolte du virus, que les pustules sur un enfant ou deux, que permettant de reporter dans la méthode antérieure. Entre 1814 et 1902, eh bien, en France, les choses vont qu'à un quart. On voit rapidement qu'à l'étranger, on tente en Angleterre une obligation de vaccination en 1953 et qu'il faut y renoncer. Et elle sera instaurée réellement 10 ans plus tard. À noter également que vers la fin du siècle, on va réintroduire une clause de conscience qui fait que la vaccination obligatoire ne sera pas réellement totalement appliquée. D'autre part, il y a bien sûr la généralisation du vaccin sur vache. Et en 1902, en France, au milieu d'une loi qui commence à dépouiller les maires de leur pouvoir, en particulier en matière d'hygiène et santé, ce n'est pas encore total, mais ça commence, avec une centralisation, la vaccination antivariolique devient obligatoire et ça passe comme une lettre à la poste. La preuve, personne ne se rappelle de la date. Donc, cette tactique revenant à convaincre une large majorité et à s'appuyer sur elle pour imposer une obligation légale, j'allais dire terminale, a dans ce cas parfaitement fonctionné. J'ai pris un deuxième exemple qui est la vaccination antidiphtérique. Gaston Ramon, qu'on voit souvent cité ou nommé Ramon, alors que, comme vous avez vu, il se prénomme Gaston et il vit à Paris, Ramon est l'inventeur de deux choses très importantes. Les anatoxines, c'est-à-dire la dénaturation du pouvoir toxique d'une protéine tout en gardant l'essentiel de ses propriétés antigéniques, est l'élément sine qua non des vaccins les plus courants, et c'est lui qui l'a inventé. Il a également inventé un autre élément totalement essentiel pour la vaccination à partir de molécules inanimées, qui sont l'utilisation des adjuvants. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de traiter tous ces sujets, mais ce sont des points totalement essentiels, et pour lesquels il n'a pas eu les 2 prix Nobel qu'il aurait bien mérité, pour une raison triviale, mais qui s'est reproduite pour d'autres personnages, mais dont il est le personnage emblématique, parce qu'il avait un caractère de cochon, enfin très vilain, très mauvais caractère, qu'il vivait en ours à Marne-la-Coquette, là où se situaient les chevaux pour l'immunisation, et que donc il ne faisait pas un Nobel présentable, même s'il n'y avait pas encore les plateaux de télé. Sa vaccination antidiphtérique commence dans les années 20 et avec des progrès successifs, en particulier la question de la deuxième injection et justement l'utilisation des adjuvants. Mais il y a encore des cas sporadiques et il y a encore des épidémies, des foyers épidémiques, parce que le taux d'efficacité individuelle n'est pas encore très élevé, il est de l'ordre de 50%. La durée d'immunité, avant qu'on fasse le rappel systématique, est également assez basse, et que la couverture vaccinale est autour de 80%. Donc la décision au point de vue santé publique, c'est qu'il faut agir par l'obligation vaccinale pour obtenir une couverture totale de la population. Là aussi, le souvenir de la diphtérie, le souvenir du croup, la mortalité et les souffrances des enfants avant qu'ils ne meurent sont des choses que tout le monde a à l'esprit. Il y aura peu de gens, comme vous allez voir, pour prétendre que cette vaccination est allée contre la volonté divine et qu'il ne faut pas, ou des choses équivalentes. Il y a une opposition politique qui est une opération surprise à l'Assemblée d'intégristes catholiques menée par Philippe Henriot, dont vous connaissez l'action un peu plus tard, comme l'orateur vedette de Vichy. Et il est antiparlementariste, mais il connaît bien le Parlement. Il est élu depuis longtemps. Il va utiliser toutes les ficelles et les éléments techniques, à la fois pour faire une intervention surprise lors de la discussion budgétaire, ce qui empêche le ministre de préparer de longue date la réponse, et d'autre part, pour fédérer le mécontentement des maires en matière de santé. Car en 1936, on va encore dépouiller les pauvres maires, il ne va plus leur rester grand-chose, il va leur rester les arrêtés de péril et l'immobilier, parce que ça, l'État est tout à fait ravi que ce soit les maires qui prennent
j'allais dire, les immeubles sur la tête quand ils tombent. Vous voyez les affaires de Marseille actuellement. Mais la santé publique, on leur a quasiment tout pris. Non pas en partie en 1902, puis ensuite en 1936. Et c'est eux qui ont dû faire face aux complications parce qu'ils sont sur le terrain. Et comme je vous ai dit, il y a eu quelques épidémies parce que chez les sujets vaccinés, parce qu'ils n'avaient pas été depuis assez longtemps ou parce que la couverture n'avait pas duré. Et l'État qui avait récupéré les prérogatives des maires, sur les incidents, leur a laissé, j'allais dire, l'initiative parce qu'il n'a pas réagi assez rapidement. Donc, un certain nombre de maires ne sont pas contents, et certains dans la séance de l'Assemblée vont même expliquer « J'ai mis des enfants en quarantaine, je sais que j'ai plus le droit, mais je l'ai fait parce que c'était nécessaire et que le préfet, sous-entendu parce que le préfet n'avait rien fait, etc. » Donc Henriot essaye de fédérer le mécontentement, mais il ne va pas y arriver, rassurez-vous. Et je vais vous abréger l'histoire détaillée, vous pouvez la retrouver sur mon blog, ne retenez que les premiers mots de l'adresse. Mais il va utiliser un argumentaire qui m'a stupéfait, parce qu'on croirait entendre certains élus hostiles, dont d'une dame qui se prénomme Michel et dont le nom commence par R, a expliqué qu'il ne va pas avoir le ridicule d'insister sur l'aspect technique. Mais contrairement à ce qu'il raconte dans sa première phrase, il va faire exactement le contraire ensuite. Expliquer que la toxine, c'est la toxine, qu'on introduit le poison chez l'individu, que l'on va ainsi affaiblir la race, etc., parce que l'organisme n'est pas fait pour ça. Et donc, il y a un certain nombre d'énormités. Et d'ailleurs, en mettant en cause Gaston Ramon, ce qui est assez amusant, c'est qu'il aurait été réellement confronté à Ramon, lequel l'aurait certainement mordu, d'autant plus que Ramon avait des idées politiques qui étaient plutôt du bord d'Henriot que le contraire. L'obligation vaccinale va avoir une efficacité parce que ce sont les bureaux d'hygiène et la médecine scolaire qui vaccinent. Les sanctions ne sont pas définies dans la loi. Et le ministre, dans la discussion de 1938, explique qu'on considérera avec attention quelles pourront être les sanctions, mais en fait, aucune ne sera jamais mise en place. Simplement, à l'époque, la médecine scolaire permet de vacciner les gamins sans trop demander ce qu'en pensent les parents, puisque c'est légalement obligatoire. Et ça, l'efficacité va commencer à être tout à fait sensible dans les 2 années suivantes, si bien qu'en décembre 1940, c'est le régime de Vichy, rend la vaccination antitétanique également obligatoire. Les deux sont obligatoires à partir de décembre 1940. Et vous vous doutez bien que ce jour-là, Philippe Henriot ne monte pas à la tribune. De toute façon, il n'y a plus de tribune. On revient à la situation actuelle et qui soulève la question des sanctions, puisque la meilleure contrainte est de ne pas avoir besoin de sanctions. Mais on va finir par en avoir besoin un petit peu quand même, et en particulier pour les personnels de santé, quand ils sont contrevenants aux obligations vaccinales. Je vous remercie.